When you have to shoot, shoot, don't talk. La nouvelle adaptation d'E.T. sort à l'écran, toujours interprétée par Tom Holland, qui va devoir ainsi prendre la relève de Tony Stark après les événements de Avengers Endgame. Le film est réalisé par John Watts, déjà réalisateur du premier opus, et il clôture la phase 3 du MCU. On y retrouve Jake Gyllenhaal et Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, comme depuis un bon petit moment d'ailleurs. Et on va écouter la bande-annonce. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. Sometimes people die. Oh my God. Bah écoutez, on va pouvoir commencer, et puis je vais en parler avec Alexis, qui est certainement ici le plus Marvel compatible de nous tous, je pense. Voilà, on est pas mal à avoir vu le film, on a tous des avis différents, mais je vais te laisser commencer, tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses. Alexis, je t'en prie, tu peux commencer. Donc, ça va être la critique pas très objective de Spider-Man Far From Home, parce que, alors, en soi, Marvel, j'adhère déjà à la formule, généralement, Ouais. Forcément il y a des hauts et des bas, mais moi, Spider-Man, il est très cher à mon cœur, voilà, c'est mon super-héros. Batman, Superman, tout ça, ils peuvent rentrer chez eux. D'accord, ok. Voilà. Donc, et j'aime beaucoup surtout ce qui a été fait dans le MCU. Tom Holland, je l'aime beaucoup. Ouais. En Peter Parker, je trouve qu'il incarne vraiment le côté un peu galopin de Peter Parker. Je suis d'accord, c'est un bon casting, pour le coup. Bon, Marvel généralement gère le casting, il y a peu de miscast. Tom Holland montre bien le côté un petit peu petit génie, awkward, très gêné du personnage. Bon, sa bande de copains reste très sympathique aussi, mais c'est vrai qu'on se concentre sur lui la majorité du temps. Sinon, donc ça raconte quoi, Spider-Man Far From Home? Qu'est-ce que ça raconte, Spider-Man Far From Home, pardon, je suis désolé. Donc, comme tu le disais avant, après les événements d'Avengers Endgame, le film se doit un petit peu de répondre à quelques questions qui sont restées en suspens, ça veut dire le retour dans la réalité de la moitié de la population, qui ont disparu pendant 5 ans, dont, bon, c'est vrai que c'est plutôt pratique parce que Peter Parker et tous ses copains et sa tante et ses profs ont disparu, Oui. ils reviennent tous, voilà. Ça, on peut accepter. C'est quelque chose qui passe très vite fait pendant le film, on en parle assez peu finalement. Oui, voilà, de toute façon, le film, il a son sujet à lui, et il est plus sur un autre aspect. En fait, il parle fondamentalement en fait, de l'après Tony Stark, de l'héritage, autant de la responsabilité, et même en fait, de tout l'aspect matériel qu'il y a derrière, parce que Tony Stark, qui était important pour l'univers cinématographique, mais dans cet univers même, qui était un grand mania de l'industrie, machin. Mais Tony Stark, en plus, on peut dire donc le Tony Stark, donc qui est la personnalité civile d'Iron Man, qui est aussi le personnage qui a lancé tout ce qu'on a aujourd'hui, tout le MCU, quoi. Donc effectivement, c'est un personnage qui a une relative importance dans cet univers. Voilà, et je trouve que le film participe vraiment à créer un univers en dur au niveau du Marvel, parce que oui, le personnage de Tony Stark, bon, spoiler, décède à la fin du film précédent. Ouais, attention, bon, c'est dit avant c'est présenté dans la bande-annonce de Spider-Man Far From Home, pardon. Donc il y a Tom Holland qui vient nous dire attention, si vous n'avez pas vu Avengers. Voilà, ne regardez pas la bande-annonce, mais bon, maintenant je pense que tout le monde est au courant. Je pense qu'il y a prescription là, ça fait un petit moment qu'il est sorti, donc. Il va être à $2,5 milliards, ou si c'est pas déjà fait. Ouais, 93 millions d'entrées, si je ne dis pas de bêtises, bientôt. Voilà. C'est de votre faute si vous n'êtes pas au courant. Et donc, mais c'est vrai que oui, ce personnage va disparaître, mais en fait, qu'est-ce qui reste de son empire? Qu'est-ce qui reste de sa technologie? Qu'est-ce qui reste de... Et le film traite beaucoup de ces sujets-là, en fait. Alors, au travers de personnages qui sont un petit peu les reliquats de son entreprise, des outils qu'il a pu bâtir,
Et donc ça tombe un peu dans les bras de ces super-héros, dont Spider-Man, qui est un petit peu la tête de liste des mecs qui vont devoir prendre la relève. Pour reprendre le flambeau. Ouais. L'héritier, ouais. Voilà. Et sauf que Spider-Man, avant tout, c'est Peter Parker. C'est un anti-Batman, c'est un mec qui est lui-même, qui veut vivre sa vie, mais comme un grand pouvoir impliquant de grandes responsabilités. Il ne peut pas rester les bras croisés quand il voit le mal sévir autour de lui. Mais fondamentalement, voilà, c'est un adolescent qui a ses petits problèmes de cœur, ses petites aspirations à une carrière. Voilà. Le film reprend vraiment le postulat qui est très cher au personnage de Spider-Man, à savoir ce personnage qui est toujours partagé, voire même déchiré entre sa vie civile et sa vie de super-héros. Oui, c'est ça, tout à fait. Et qui, dans sa vie étudiante, a du mal à concilier les deux. Et effectivement, ils reprennent ce postulat-là, qui a déjà été traité dans les autres franchises. Chez Sam Raimi, il y avait déjà l'idée. Et il me semble que dans la franchise de... Comment il s'appelle, Mark Webb, si je ne dis pas Mark bêtise, Webb, qui est le réalisateur de la deuxième franchise. Oui, pour lui, c'était un petit peu moins le cas. C'était vraiment chez Raimi que c'était signifié. Et là, donc, on a Peter Parker qui se retrouve en vacances, en voyage de classe avec ses copains. On voyage beaucoup dans le film. Voilà, il y a 4 ou 5 destinations et qui veut laisser son costume derrière lui en fait un moment pour faire une pause et se dire bon, est-ce que je peux pas être Peter Parker un petit peu, sauf que malheureusement le destin du monde il n'attend pas de sauver nos miches, quoi. Et d'où la présence de Nick Fury qui vient lui rappeler que ouais, le monde il est toujours en danger. Et visiblement, oui, il y a des villes qui se font détruire par des causes météorologiques, version Titan, quoi. Voilà, bon, c'est ce qui a été montré dans la bande-annonce. Après, on se doute bien que il y a plus que ça en termes de méchants, parce que se battre contre des grosses flammes et des nuages, et à un moment, c'est pas super intéressant. On fait pas un film de 2 heures avec ça. Mais il y en a qui ont essayé. Et qui l'ont fait. Mais pour prévenir nos éditeurs, on n'en dira pas trop. Non. Voilà. Mais il reste qu'il y a un grand méchant, et tout film de super-héros, quand même, voit sa qualité dépendre de son méchant. Alors celui-ci, il est très particulier dans le sens où il est une conséquence directe de l'univers et même des petites subtilités, en fait, de petites scènes par-ci par-là. Ce méchant est presque pluriel, il est légion presque, même s'il est incarné par une seule tête. Et voilà, moi j'aime ce sentiment d'avoir un univers qui prend ses responsabilités avec ce qu'il a fait avant. Oui, tu veux dire que le fait qu'ils essayent toujours de faire le lien avec l'univers, on va dire étendu, qui est le MCU, donc que ce soit Avengers, Iron Man. C'est ça, etc. On se rend compte que finalement une décision qui a été prise dans un film, les gens qui ont pu en payer le prix, et ben non, le prix arrive finalement à un moment ou à un autre. D'accord. Et donc ça c'est pour le scénario, et en termes de mise en scène, alors du coup qu'est-ce que t'en as pensé? On rappelle que le film est réalisé par John Watts, qui est le réalisateur du premier qui s'appelait Homecoming. Voilà. Alors en termes de réalisation, bon, on est dans l'écurie Marvel, donc il y a un petit cahier des charges à respecter quand même. Un gros cahier des charges. Celui-là, il se permet des choses. Sinon c'est bon, c'est plutôt clinique et voilà, Coca-Cola, c'est tant le dire. Par contre, on sent quand même dans le début du film l'exposition au niveau de leur voyage, un petit peu quand ils sont en train de déconner entre copains, que le mec vient du clip, à la base, John Watts, il a fait des clips pour Fatboy Slim, pour Death Cab for Cutie. C'est très rythmé, c'est drôle. À mon sens, le film il est composé comme pour être une comédie et un film de super-héros en parallèle. Oui, c'est certainement un des... Enfin, quoique, je trouve que l'humour chez Marvel est de plus en plus présent avec toutes les dernières productions qui sont arrivées, mais celui-ci, d'ailleurs, si vous regardez la bande-annonce, vous verrez que finalement, il y a très peu d'intrigues qui est dévoilée et que tout repose sur les blagues, donc ça annonce vraiment la couleur. Le film se veut vraiment être un film comique. Enfin, oui, c'est décomplexé, c'est-à-dire que par rapport aux autres Spider-Man où on pouvait être beaucoup plus dans l'épique, et d'ailleurs c'était là où Raimi, c'est pour ça que ces films sont toujours autant aimés, c'était un jeu comme ça de ridicule et en même temps de la célébration, de l'icône. Là non, on n'est pas sur de l'épique,
ça reste du gros film d'aventure, donc forcément ça pète un peu un moment. Mais non, c'est un film sur des ados, pour des ados, un peu. Beaucoup. Bah justement, on va en parler, on va rentrer dans le vif du sujet. Fabrice, toi tu l'as vu également, est-ce que tu veux nous en dire un mot? Et il me semble que toi t'as apprécié moyennement le métrage. Non, pas moyennement. J'ai assez bien apprécié. Mais... Ah oui, d'accord. Ouais, non, franchement, j'ai passé un bon moment. Je me suis pas ennuyé une seconde. C'est moi qui disais beaucoup pour le côté adolescent, parce que pour le coup, je trouve vraiment que ça a tous les codes d'un film pour adolescent. Mais je n'ai quand même pas boudé mon plaisir, même si je ne suis plus adolescent. Enfin, ça dépend des moments. Non, franchement, on parlait de l'humour tout à l'heure, c'est assumé. Beaucoup plus que dans certains autres épisodes du MCU où c'est d'une lourdeur sans nom, je trouve. C'est même pas rigolo en fait. Ici, les blagues sont plutôt bien écrites. Tu fais référence en particulier à des blagues d'hommes vikings un peu ventrus, par exemple. Par exemple, qu'on n'hésite pas à te retaper plusieurs fois dans le film, au cas où tu n'aurais pas très bien compris parce qu'on ne t'a pas entendu rigoler pendant la séance. Mais non, là pour le coup, ça tombe assez bien à chaque fois. J'ai beaucoup aimé la relation aussi entre Tom Holland et Zendaya, donc MJ et Spidey. Qui ne porte pas le nom de Mary Jane en réalité dans le non, film. là c'est MJ. Ouais. C'est MJ, mais je crois que ça a une autre signification que Mary Jane. Apparemment parce qu'ils veulent se différencier un petit peu, et puis surtout il fallait faire la surprise à la fin du premier. Oui, c'est ça, c'était pour avoir le petit twist. Ils voulaient pas dévoiler l'identité tout de suite de l'actrice. Exactement. Puis d'habitude on s'attend toujours à une rouquine. C'est vrai. Pas de rouquine. Et bon, c'est un petit choix de casting audacieux, mais qui marche très bien. Est-ce que je sais pas si je vais rentrer là-dedans, mais est-ce que finalement c'est la Mary Jane officielle qu'on connaît, parce que je ne sais pas trop si on... Enfin, le film nous donne aussi une impression qu'on ne serait pas forcément dans l'histoire de Spider-Man, dans l'univers qu'on connaît traditionnel. Hein. On ne sait pas trop où on se situe, j'ai l'impression encore. Ce qui est très récurrent, que ce soit dans les films et surtout dans les comics, c'est-à-dire qu'il y a Spider-Man. Oui, il y a plusieurs univers, bien entendu. D'univers parallèles. Voilà, là, je veux dire que je n'ai pas l'impression qu'on est justement dans l'univers classique de Spider-Man. Okay. Mais voilà, en termes de réa, toutes les scènes d'action étaient assez lisibles, je les ai trouvées bien foutues pour le coup, et moi je le mettrais dans mon top 3 de Spider-Man cinéma, en 3e place, derrière le 2e de Sam Raimi, le premier, et ensuite celui-là en 3e position pour moi. Ok, Sylvain. Décidément, j'ai beaucoup de points communs avec Bliss. À ce niveau-là, j'ai pas détesté non plus ce Spider-Man. Sortie de séance où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir passé un très bon moment. Le film globalement est vraiment très divertissant. Voilà, je pense tout a été dit au niveau de la mise en scène. Les scènes d'action sont super lisibles, tout est plutôt bien amené. Et j'ai particulièrement bien aimé les développements des personnages. Enfin là, il y a des situations relativement touchantes, très drôles. Un point aussi positif sur les personnages secondaires, le copain là, de Peter Parker, Ned, a une plus-value quand même comique dans le film qui est quand même plutôt bienvenue. Enfin voilà, c'est pas juste un sidekick qui apparaît comme ça, il fait quand même partie de l'histoire. Et non, globalement, c'est un film qui se tient bien, qui suit bien, qui est justement n'est pas lourd. Pas en termes d'éléments comiques ou de retournement de situation, il n'y a pas des choses énormes, gênantes. Après oui, le film a des défauts, mais là dévoiler ses défauts serait aussi dévoiler un peu trop l'intrigue du film, mais il y a parfois des facilités scénaristiques justement pour faire avancer le récit qui arrivent relativement brutalement. Il n'y en a pas beaucoup, mais on voit qu'à un moment ils veulent passer sur un cran au-dessus pour développer certaines intrigues, certaines questions entre guillemets, ou débloquer faire avancer la relation entre les personnages. Et ces éléments-là sont présentés de façon relativement brutale en fait, vraiment pour débloquer le récit et le faire avancer. Mais à partir de là, j'ai plutôt bien apprécié le film visuellement, il est très bien, et ce côté teen movie finalement était plutôt bienvenu, correspond bien à l'ambiance générale de ce Spider-Man.
Ok, bon bah c'est moi qui vais jouer l'histrion rabat-joie de service alors si je comprends bien. Alors ça veut pas dire que je suis pas en accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Spider-Man est pour moi aussi un de mes héros de comics préférés, même que ce soit au cinéma, j'adore les films de Raimi. Et j'ai bouffé du comics, que ce soit du Golden Age jusque même la période McFarlane avec toute la période Venom. Donc voilà, c'est vraiment un héros pour moi qui est très important, qui m'a accompagné pendant longtemps. Et je suis assez d'accord sur les postulats de départ du film qui sont super intéressants, que ce soit la légitimité de Peter Parker par rapport à sa place chez les Avengers, le fait qu'il doit choisir entre sa vie civile, etc., on en a parlé tout à l'heure, et sa vie de super, et même le choix du super vilain, que je trouve super intéressant parce que pour moi ça aurait pu permettre à Marvel de prendre à contre-pied complètement toutes les critiques qu'on leur a fait depuis pendant un petit moment, à savoir les clichés sur la fin, on fait exploser une ville, etc. Et donc et surtout des méchants en général relativement creux. Voilà, là donc, on est sur un personnage plutôt intéressant. On n'en dira pas trop, mais je trouve que le méchant du film a des pouvoirs particuliers qui font que ça aurait pu être super intéressant. Malheureusement, je trouve que tout ça est assez sous-traité et ne passe pas je trouve que ça démarre jamais. Il y a une espèce de retournement dans le film, je trouve qu'il arrive très très tard, et ça va même au point où pour moi les aspects les plus intéressants du film se retrouvent à être relégués dans les scènes post-génériques, où c'est toujours la fameuse promesse marvelienne du vous inquiétez pas, ce sera dans le prochain. Moi j'ai l'impression que ça fait un peu 10 ans qu'on me le dit ça. Donc voilà, après je suis pas très j'avoue que j'ai un peu de mal avec les dernières productions Marvel depuis un petit moment. Il y en a que j'aime beaucoup, le Iron Man par exemple de Favreau. D'ailleurs Jon Favreau, on peut dire qu'il joue dans le film, qui joue le rôle Happy. de Happy. Et même le Captain America par exemple de Joe Johnston que je trouve vraiment très bien, les Gardiens de la Galaxie aussi dans un autre registre. Un petit clin d'œil d'ailleurs au Captain America dans le Spider-Man que j'ai trouvé bienvenu. Avec Jon Favreau justement. Voilà, justement. Je trouvais justement ça durait 3 secondes mais c'était très bien placé. De la même façon, je trouve que l'antagoniste du film aurait pu être un super truc pour pouvoir pouvoir faire un parallèle avec l'actualité, à savoir les fake news. Je trouve que ça aurait été vraiment super de pouvoir parler de ce sujet-là, et malheureusement ça passe un peu à côté. Alors bon, tant pis. Voilà. Après, Bliss, toi tu disais que tu avais du mal avec tout ce qui était les tropes classiques de l'univers Marvel. Même moi dans celui-là, l'humour me saoule un peu, et ce qui m'a un peu encore plus alourdi, c'est ce côté un peu dictature du cool, quoi. C'est-à-dire que tous les personnages sont tous cool, super sympas, et j'en parlais, je disais même Tante May en fait, elle est devenue fuckable, quoi, c'est devenu une milf, et t'as l'impression que même la vieillesse n'a plus le droit d'être dans ces films, n'a plus sa place dans ces films, ce que je trouve un peu déprimant, quoi. Et à la limite, moi qui veuille changer Tante May, ça me dérange pas, je trouve ça même super intéressant, mais alors qu'il lui fasse faire autre chose que parce que finalement elle ne sert plus à rien, c'est plus quelqu'un qui donne des conseils, ni qui accompagne Peter Parker dans ces problématiques d'adolescents. Sur ce coup, c'est vrai qu'elle sert strictement à rien. C'est un élément le moins intéressant. C'est le personnage le moins intéressant. Pourtant, elle intervient de façon régulière dans le film, mais sur des interventions finalement qui n'apportent strictement rien. Ouais. Et ça, c'est vraiment dommage. Et par contre, je vais juste noter quand même, parce que pour moi, la mise en scène ressemble un peu à ce qu'on voit chez Marvel. En même temps, ils sont obligés d'avoir une espèce de cadre qui fait que les films se ressemblent et ne soient pas trop différents les uns des autres, mais il y a quand même une scène d'action, on va dire, en tout cas une scène holographique, on n'en dira pas plus, qui est particulièrement impressionnante. Voilà, qui est à mon avis un gros trip de graphiste, clairement. Ça limite, voilà, c'est cette scène qui tire le film un peu vers le haut quand même. Ouais. Voilà, on n'a pas l'habitude de voir ça, en tout cas, sur l'ensemble des Marvel, il y a très peu de films qui proposent ce genre de fulgurance visuelle. C'est intéressant à voir. Ce que je trouve dommage, c'est que le film aurait gagné, en particulier sur la fin, à pouvoir être du même tenant que ça, et justement que ce soit un mindfuck complet, en particulier avec le personnage du bad guy qui aurait pu nous retourner le cerveau au moins 3-4 coups dans le film. Bon, je trouve que du coup, moi, ma conclusion, elle est un peu celle-là, c'est que je trouve qu'il y a des sujets en or, et malheureusement,
il y a un peu un essai manqué. Mais bon, c'est mon avis. Bliss, tu veux dire quelque chose ? Je pense que ça fait partie du cahier de charge Marvel. J'ai l'impression que malheureusement, on n'aura plus jamais un film Marvel qui ne sera pas lisse. Parce qu'en fait, il y a toujours un côté qui est beaucoup trop lisse. Que ce soit l'un ou l'autre personnage, c'est un peu toujours pareil, quoi. J'ai envie de te dire, c'est parce que je devais le voir pour l'émission, c'est pour ça aussi qu'il y a Alexis qui est là pour pouvoir faire le contrepoint là-dessus, mais moi si je suis pas sûr que j'aurais été le voir si il n'y avait pas l'émission. Maintenant c'est des films qui me passent un peu au-dessus du bonnet, et j'en ai vu beaucoup maintenant, et je sais pas si j'y retournerai plus que ça. Alexis, tu veux dire quelque chose ? Oui, non, par rapport à ta remarque, oui, par exemple dans les derniers, mine de rien, on a quand même eu les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Oui, c'est vrai. Thor Ragnarok, qui était quand même vachement ballsy, que ce soit en termes d'humour ou visuellement, il y avait des choix quand même un peu plus marqués. Donc non, lisse, je ne sais pas. Ça reste des exceptions. Enfin, je pense que le propos, c'est aussi qu'à un moment, on voit qu'il y a une sorte d'uniformisation sur la majorité des œuvres Marvel. Il y a eu la première époque, cette première phase où il y avait un peu plus, je pense, de liberté en termes de choix de réalisateurs, avec une véritable patte visuelle, que ce soit pour le premier Captain America, entre autres, ou même le premier Iron Man qui finalement était vraiment très intéressant. Et après, voilà, je pense qu'il y a une majorité de réalisateurs, je pense, qui ont proposé vraiment des films relativement, entre guillemets, plus lisses. Voilà, je sais pas comment dire autre chose. Après, il y a James Gunn qui est arrivé avec les Gardiens de la Galaxie, parce que là, on est vraiment sur un univers Marvel qui est totalement en décalage, donc je pense qu'il y avait aussi plus de liberté sur cette mythologie-là. Et c'est vrai que Thor Ragnarok était un sacré pari. Je ne sais pas s'ils continueront dans cette lancée-là, mais je pense qu'ils tâtent le terrain, justement, pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand on voit les Ant-Man, qui sont pour moi les pires films de la saga Marvel, avec le dernier Captain Marvel, entre autres. Les Ant-Man, mais tu t'as pas. Alors, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas vu j'ai vu que le premier. Je trouve beaucoup aimé le premier. Il y a encore quelques réminiscences du cinéma de Wright, je trouve, dans le premier Ant-Man. Je trouvais pas que le film racontait je trouvais que le film racontait pas grand chose déjà à la base. Enfin, après c'était un avis purement personnel. Je trouve que je trouve qu'il y avait des concepts. Des héros intéressants pourtant. Concepts visuels surtout super, que je trouve excellent. Par exemple, je pense que moi j'aurais la scène de fin avec le train miniature. Oui. Qui pour moi clairement une idée qui vient de la tête de Wright, c'est obligé que ce soit lui qui l'ait. Et d'ailleurs tu sens même qu'il y a même encore du découpage qui pourrait ressembler à ce que lui on aurait fait et qui n'est pas là malheureusement. Je pense que mon avis aurait été totalement différent si ça avait été justement Wright qui avait réalisé le film. Je pense que le film aurait été totalement au-dessus. Alexis, tu veux dire, toi t'es pas tout à fait d'accord, tu trouves que pour le coup que Marvel reteste des trucs encore? Oui, je trouve que les premiers, Iron Man 1, 2, Thor 1, 2, même le premier Avenger où les gens se sont astiqués parce que c'est cool que tout le monde se réunisse, mais en fait la réalisation de Whedon elle était vachement plate quoi. Ah mais je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. J'aime pas le premier Avengers. Je n'ai pas beaucoup de Marvel. Moi j'ai pas beaucoup de Marvel favoris, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé autour entre nous en off, mais c'est vrai que moi étrangement, pour moi, je suis fan du premier Captain Marvel, du premier Captain America. J'ai adoré l'Iron Man 3. Lapsus. De Sean Black. Et c'est vrai que le Thor Ragnarok et les Gardiens de la Galaxie. Mais en dehors de cela, je n'ai pas aimé, j'ai aimé aucun des Avengers, par exemple. Florian, tu veux dire quelque chose? Oui, alors je comprends tout à fait les critiques et le côté uniformisation qui peut exaspérer le téléspectateur, surtout après plus d'une vingtaine de films. Après, je suis pas sûr que juger Marvel sous un prisme cinématographique soit vraiment pertinent, parce qu'ils ont vraiment installé un renouveau de narration. C'est vraiment la série je suis d'accord avec, amenée au cinéma. Je suis d'accord avec cette que tu viens de dire. Pardon. Voilà, et du coup, effectivement, alors, beaucoup pourront dire qu'on rentre dans les dérives du capitalisme, mais je pense que Marvel se réfléchit vraiment en termes d'un nombre de films et non pas d'un film, ce qui justement explique que beaucoup peuvent être pas forcément regardables ou très oubliables, mais s'inscrivent tout de même par une petite pierre à l'édifice à, par exemple, Avengers Endgame qui est sorti donc cette année, qui était vraiment très bon, même si on en a parlé, et on a aussi des choses à redire dessus. Tout le monde n'est pas d'accord visiblement. Moi, personnellement, c'est un des pires que j'ai vu. Très bon. C'est une catastrophe pour moi, mais. Nuançons le propos. Je suis assez d'accord avec Bliss là-dessus. Waouh.
Et effectivement, derrière, donc parfois Marvel prend le risque de prendre de vrais auteurs. Ça a été le cas, comme disait Alexis, de Taika Waititi, de Shane Black sur Iron Man 3, même si pour ma part je déteste Iron Man 3. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment pas avoir de... Là on se rejoint. Voilà. Comme quoi les goûts et les couleurs, c'est juste pas... C'est vaste. Pour le coup, moi je trouve qu'Iron Man 3 c'est un des rares Marvel où un personnage a vraiment un arc complet, c'est-à-dire que le personnage n'est plus le même au début du film et à la fin du film, ce qui a d'ailleurs été un gros problème pour les producteurs par la suite, parce qu'ils se sont dit merde, en fait il a trop transformé le personnage, alors on est bien obligé de le faire revenir en arrière. Donc voilà. Ce qui est un peu moi le problème avec ce Spider-Man, j'y reviens, mais je sais pas si vous vous rappelez, on parlait tout à l'heure des films de Sam Raimi, et même Spider-Man 3 qui est souvent honni par les fans, le personnage de Peter Parker, même le personnage du petit bouffon vert et le personnage de Mary Jane, toutes les transformations en termes de personnages qu'ils ont dans ce film, elles sont quand même énormes, elles n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de nous servir là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des vrais dilemmes, parfois des dilemmes cornéliens, et qui change tout au long du film. Alors après, il a ses défauts, effectivement, la scène de danse un peu moi j'ai trouvé ça couillu, moi. Ouais, bah voilà, comme quoi. Mais je sais que les fans se moquent. Et on n'a pas parlé d'autre chose, parce que moi, personnellement, tout à l'heure, tu le mettais dans un classement, mais moi, je trouve que ce film Spider-Man fait pas le figure par rapport à Into the Spider-Verse qui est sorti il y a pas longtemps. faut arrêter avec Into the Spider-Verse. Qui est un déluge pop absolument génial. Bon, qui a aussi ce côté un peu dictature du cool, je trouve, mais qui est un vrai bonbon geek, quoi. Je ne l'ai pas encore vu, c'était mon classement personnel, donc je ne l'ai pas vu. Alors toi t'aimes Into the Spider-Verse Into the Spider-Verse c'était sympa, mais ça m'a pas tenu en haleine, quoi. Si c'était juste pour le délire d'être créatif, pour être créatif, ça montre plein de trucs. Dans le film, je trouve que le film brasse quand même des thèmes vachement intéressants. Juste la notion de comment qui peut être qui peut être un super héros, quelles sont les responsabilités attendues, la relation entre le père et son fils, il y a même et son oncle. Le fait justement que Spider-Man ne soit plus Peter Parker, voilà, c'est ça. Soit Mike Morales, qu'on ait d'autres niveaux de lecture. Il y a en plus que n'importe qui peut être Spider-Man finalement. Je trouve démystifier un peu juste le personnage de Peter Parker. La transformation du personnage, à savoir vraiment le fait de prendre ses responsabilités, je trouve dans Into the Spider-Verse, en plus avec un moment pivot, on peut peut-être le dire maintenant, mais qui est la mort d'un de ses proches, qui fait que, et qui est pas n'importe quel proche, parce qu'en plus ils ont des relations autant à la ville que dans le monde des super-héros. Pour moi, c'est vraiment là tout l'art de savoir prendre de ce que fait les comics et de savoir le retranscrire à l'écran. Et je considère pas du tout le film après comme un délire visuel. Enfin, je trouve que là justement, il y a une recherche totale de mise en forme qui est pour moi, j'ai trouvé juste extraordinaire. Enfin, la recherche, de créer des plans hyper dynamiques, des plans très audacieux. À cela forcément avec une culture quand même très très pop assumée, mais je trouve que justement cette culture pop qui est issue de la culture Marvel, qui est issue de la culture Spider-Man, colle tout à fait. Enfin voilà, ce film d'animation permet justement de libérer un peu la créativité visuelle pour justement rendre l'univers riche. Donc, les mecs ont plus d'outils, mais genre le combat de fin dans une sorte de cérébro là. En souterrain, à la fin c'était dégueulasse et illisible quand même au possible. Non. Après la course poursuite dans la forêt là avec génial, Octavius. Et technique d'animation complètement folle dans ce. Ah non mais par contre techniquement c'est très bon, mais je veux dire en termes de créa, j'ai pas trouvé ça incroyable quoi. Ah ouais, je sais pas. On va pas être d'accord, Alexis. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. De toute façon, on a vu à peu près qui était pour, qui était contre. When you have to shoot, don't talk.